Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la Grosse Brune. Salut Germain. Bonsoir Antoine. Bon, alors de retour dans une formule plus habituelle. La dernière fois, on était au Salon de l'Auto de Montréal, dans un live tentatif, dans un environnement qui n'était pas habituel. Un environnement moins contrôlé que celui d'une voiture, les portes fermées. Exactement, dans un garage, dans un garage qui m'appartient. Avec les portes barrées versus au Palais des Congrès, dans un salon qui est ouvert. Ouais, avec des gardes de sécurité un peu partout, puis des restrictions, puis des gens qui passent devant la caméra puis qui ne réalisent pas qu'on est en live, mais ça en même temps. Ouais, c'est ça. Ça arrive, c'est des choses. Mais c'était quand même très cool. Oui. On peut, avant de se lancer dans la charade, on peut peut-être justement parler du salon sommairement. Le temps de dire bonjour à Mauricio, à Steve, à Pierre, à Dave Lompré qui est avec nous. Bonsoir les gars. Bonsoir tout le monde. On avait aussi reçu une question sur ma page Facebook parce que j'ai publié une photo de la Grosse Brune pour annoncer le live. Il y a quelqu'un qui demandait s'il y avait une banquette de troisième rangée face inversée. Visiblement, c'est quelqu'un qui ne suit pas nos diffusions en direct depuis le tout début. Non, c'est ça. Oui, il y a bel et bien une troisième banquette. Et là, on est rendu au 184e live. Ouais. Pourquoi les 50 premiers, peut-être, environ, j'étais assis à la troisième rangée. Donc, il y a bel et bien une troisième rangée. La Grosse Brune est en cours de restauration, de rajeunissement. J'espère, Antoine, qu'elle conservera sa troisième rangée. Elle va conserver sa troisième rangée. Tu pourras y prendre place quand tu voudras. Avec plaisir. Je sais que ça cassait le cou un peu, mais fallait être à 2 mètres, c'était comme ça. Jadis, c'est ça. Salut à Yves, à Gaétan, à Christian, à Vincent Harvey qui est avec nous, à Sébastien Gay, à Marc qui dit que les lives sont là depuis 5 ans déjà, tant que ça. Ben, mars 2020, ça fera dans quelques semaines 5 ans. 5 ans quand même. Oui, hein? oui. C'est incroyable. Pas toutes les semaines, mais pas loin. C'est quand même surprenant. Écoute, pense-y là de même, là. Quand on a commencé les lives, le Mazda MX-30 n'existait pas. Et maintenant, il n'existe plus. C'est ça. C'est pas fantastique? Oui. Moi, je trouve ça fantastique. Écoute, Derek, Jeffrey, Jérémy, tout le monde est là. Ben, c'est le fun. Quand on a commencé, le 4Runner était déjà vieillissant. Oui. Et il vient juste d'être renouvelé. Oui, c'est ça. Et quand on a commencé, la Savannah était vieillissante. Et elle est toujours vieillissante. Mais juste un peu plus. Oui, c'est ça. Elle est toujours identique. C'est un des seuls véhicules que tu peux acheter aujourd'hui en 2025 avec un cendrier puis un briquet. Hein? J'ai été surpris. Je sais pas. J'ai eu visiblement une bulle au cerveau. Ouais. Mais le 4.3 est toujours le moteur de série sur l'Express et le Savannah. C'est pas un 4.8? J'ai été étonné, moi aussi. J'ai été amené à regarder la fiche technique du Savannah dans les dernières semaines. Et j'ai été surpris que le moteur V6 4.3 litres était toujours de la partie. Quand même, un bon Vortec. Marie-Josée qui nous écoute de Playa del Carmen. Non, on recommence pas ça. Ah ouais, c'est ça. Bonsoir de l'île d'Orléans. Bon, j'étais en Floride il y a 3 jours, mais oui, si j'avais pu y rester, j'y serais resté. Il fait froid, il neige, on est tanné. T'étais en Floride il y a 3 jours. Oui. Moi, j'étais en maudit il y a 2 heures parce que j'étais pris dans le trafic. Oui. Tu vois? C'est même plus dans le trafic que dans le banc de neige. C'est sûr. Mais j'ai été accessoirement aussi pris dans le banc de neige, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Bon, on va y aller avec ta charade, qui est pas pire cette semaine. Fait que je te laisse la déblatérer. Elle est peut-être un peu plus longue qu'à l'habitude, alors on porte une attention particulière. Mon premier est une vaste étendue d'eau. Mon deuxième est un traitement médical. Mon troisième est un réseau social. Mon quatrième est un des 4 éléments. Mon 5e est le nombre de points cardinaux. Mon 6e est une boisson préparée par infusion. Mon sixième, on vient de le faire. Mon 7e est le symbole chimique de l'iode. Et mon tout est un coupé à la fois européen et américain qui n'aura été que de courte durée. Je vais répéter. Oui, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On se retrouve tout le monde la semaine prochaine. Bonne soirée. Salut. Salut Alain, salut Eric, salut Alain. On a un bon festival de Alain ce soir. Oui. Faut croire qu'Alain rendez-vous avec nous autres. Oh!
Hein? Elle est bonne, hein? OK, je recommence ton... Oui, puis ta charade. enfarge-toi pas comme moi, là. Non, OK, d'accord. Mon premier est une vaste étendue d'eau. Mon deuxième est un traitement médical. Mon troisième est un réseau social qui a été banni de Tout le monde en parle dimanche. Mon quatrième est un des 4 éléments. Mon cinquième est le nombre de points cardinaux. Mon sixième est une boisson préparée par infusion. Et mon septième est le symbole chimique de l'iode. Mon tout est un coupé à la fois européen et américain qui n'aura été que de courte durée. Les gens l'ont. Ta mère, puis Luc Lanier. Ben, les gens l'ont quand même. Alors, Suzanne, on va... Est-ce qu'elle a déjà fait tous pour un, ta mère? Ou... Non, mais elle a fait une erreur dans le premier mot. Ah, ben là, je viens de le manquer. En tout cas, Luc l'a eu. Oui, Luc a été le premier. Luc a été le premier. J'ai regardé le photo finish et c'est Luc qui l'a eu en premier. Et cette semaine encore, il remporte rien. C'est ça. Exactement. Mais c'est quand même, je dois avoir la brochure de ça. Oui. Quelque part. Moi, j'ai plus que ça, Antoine. J'ai l'affiche de concessionnaire de 4x8 dans mon salon. OK. Ta mère, l'as-tu en die-cast? Non, pas de Mercure. Il y a la Ford équivalente. Tu viens-tu te donner la réponse, toi, là? Comment? Tu viens-tu te donner la réponse? Ah, c'est possible, mais tout le monde l'a donné. Tout le monde l'a donné déjà. Mais c'était quoi la Ford équivalente, là? La Ford Sierra? Oui, c'est ça. Ça existe. Ouais. Mais pas l'autre. Non? Puis la Scorpio, elle? Non plus. Non plus, hein? C'est ça. Pousse, je cherche une Stellar, moi. Oui, ben, continue. J'espère que tu as une bonne espérance de vie parce que ça va être long. Mathieu, il demande comment c'était à conduire. Je ne l'ai jamais conduite, cette voiture-là. Non, j'ai jamais conduit ça. Ça manque à ma culture, effectivement. Faudrait parler à des collègues doyens. Doyens, oui, c'est ça. Peut-être que Marc Lachapelle avait conduit ça à l'époque, ou Denis Duquet, même. Christian, il dit, la mère de Gégé est un vrai gars de char. Ben, c'est drôlement formulé, mais c'est pas mal ça. C'est ça, ça ressemble à ça. C'est pas mal ça. On appelle ça une déformation professionnelle, d'après moi. Voilà. Bon. Bilan du salon, 163 000 visiteurs cette année. C'est à peu près 5 000 de moins que l'année dernière. Donc, grosso modo... 161 000 le dernier samedi. Puis le reste, ça a été ça. 50 par jour de semaine, puis tout le monde est allé le samedi. Mais oui, donc grosso modo, ça se maintient. On perd des plumes un peu chaque année, mais on arrive à se maintenir plus ou moins. Je pense qu'on aurait peut-être intérêt à se renouveler. On en avait parlé en long et en large du salon la semaine dernière. Si on se renouvelait, si on réussissait à convaincre les constructeurs absents, c'est peut-être ambitieux, oui, mais de réussir de convaincre des concessionnaires locaux, je pense que ça pourrait certainement aider. De voir que Aston Martin puis Rolls-Royce sont pas là, c'est une chose, mais que Honda et Mazda, par exemple, Acura sont pas là. Ben même Porsche, parce que Porsche, ça fait rêver. Ça fait rêver, puis... Moi, j'ai envie de te dire que Porsche est une entreprise qui, à mon avis, a un peu le devoir de se présenter. Oui, mais on est prétentieux aussi. On est vraiment prétentieux, pour ne pas dire fraîchier, des ongles d'orteil à la pointe des cheveux. Puis on flirte avec l'arrogance aussi. Oui, parce que, tu sais, tout le monde rêve d'une Porsche. Il y a combien de gens qui rêvent de s'asseoir là-dedans, de découvrir c'est quoi? Même un Macan avec un moteur de GTI, là. Oui. OK? Parce que c'est écrit Porsche, parce que, tu sais, il y a des gens qui en rêvent de ces véhicules-là, puis de voir 2-3 911, une Dakar, tu sais, ne serait-ce que de les exposer. Il y a Carl qui m'a trouvé une Stellar à vendre sur eBay. Je vais aller voir ça à la fin du live. Après, ben oui. Ouais, c'est ça. Oui, mais... puis tu dis 2-3 911, oui, puis encore, peut-être même pas. T'sais, amène un modèle, un exemplaire de chaque modèle, garde ça contrôlé dans un environnement qui peut être
petit même, qui nécessitera que quelques employés sur place tout au long du salon. Il y a des marques qui ont été présentes de manière, j'ai envie de dire, raisonnable. Et évidemment, Vaux, c'est pas le mot qui me vient en tête, raisonnable, mais je pensais plutôt à Volvo et à Mitsubishi, qui avaient peu de pieds carrés, mais l'alignement complet était là. Parfait, c'est très bien. Mais je veux dire, je comprends que GM se déplace au salon, fait ça en grande avec un kiosque, des kiosques qui ne finissent plus de finir. C'est correct, parfait, on est content pour eux. Mais je m'attendais à un minimum de Porsche, pas juste 3 autos sur un tapis gris. Je veux dire, Porsche on peut avoir un kiosque minimaliste, puis c'est correct aussi. Oui, c'est correct aussi, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me souviens, là, quand je faisais les salons de l'auto, puis là, tu vas me dire, on n'est pas à la même époque, c'est plus pareil. OK, mais c'est justement, tu sais, sors du Québec où l'automobile est rendue aussi nocive que des cigarettes, là, et tu vas te rendre compte que la passion automobile existe encore ailleurs dans le monde. Puis quand tu entres dans un événement automobile, dans un salon automobile, qu'est-ce qui fait rêver les jeunes? Des voitures comme ça. C'est-tu un Equinox EV? Non. Bon, c'est ça. Évidemment pas. Évidemment, on peut rêver. Là, au salon, il y avait des McLaren, il y avait des Lotus, des Lamborghini. La collection de Luc Poirier pour une 3e année consécutive. Pierre, d'ailleurs, qui demande une bonne question, il dit, il doit y avoir un collectionneur de Porsche équivalent à Luc Poirier qui pourrait amener sa collection. Oui, mais des gars comme Luc Poirier, c'est très, très rare, dans la mesure où la majorité des gars qui ont des grosses collections de voitures qui valent des fortunes veulent pas que ça se sache nécessairement. Parce qu'ils ne veulent pas jouer les motus vus, parce qu'ils veulent que ça demeure discret, ou parce qu'il y a peut-être des raisons fiscales pour ne pas que ça se sache aussi. Et parce que c'est de l'ouvrage en tabarouette, d'amener les voitures une à une ou deux à la fois au Palais des Congrès. Après ça, de les nettoyer au complet, de les préparer. Tu peux en parler, ton ami François, qui a travaillé fort là-dessus. C'est fait les bras, là. Oui, c'est fait les bras. C'est pas juste d'avoir une collection de voitures et de vouloir l'amener là-bas. Il faut être franchement déterminé à le faire. Visiblement, Luc est déterminé à le faire parce que ça fait 3 ans qu'il le fait. C'est tant mieux, parfait. Maintenant, il faudrait peut-être essayer de renouveler ça. Mais je suis conscient que c'est un défi parce que en plein mois de janvier, de prendre 2-3 jours pour faire des allers-retours au Palais des Congrès, d'accéder au centre-ville avec camions, remorques fermées, etc., etc. C'est pas nécessairement l'exercice le plus facile. Non. Je sais que Auto, etc., entre autres, participaient au salon les années précédentes. Je les ai pas vus. Je les ai pas vus cette année. Ils avaient une certaine variété de voitures de collection. Il y avait rien de ça cette année. Je pense qu'on peut. Oui, mais tu sais, c'est assez l'histoire du remplissage. Là. Bon, il y a beaucoup. Effectivement, là, il y a les commentaires de Valérie Plante du trafic, le bordel pour se rendre. Ça revient à chaque année, puis ça ira pas en s'améliorant. Regarde, cette année, c'était impraticable autour du Palais des Congrès. Il y a quand même 163 000 personnes qui sont allées. Alors, je me dis qu'il y a des gens qui acceptent de composer avec ça. Mais, tu sais, je l'ai fait le tour du salon rapidement, là. Chance que Luc Poirier était là, d'ailleurs, parce que, en ce qui me concerne, ça devrait être sur 2 étages, pas 3. C'est certain que les sidous, les motos, les motos, les motocross, les bateaux... Puis, tu sais, attends, là. Les kiosques là, qui vendaient des fossiles, des couteaux à 4 000 $. Qui a acheté ça au salon? Des petits bancs en plastique, des lacets de souliers. Regarde, le remplissage comme ça, moi, j'ai juste envie de vous dire, vous allez louer un kiosque 7, 8, 10 000 $ pour un 10 jours pour qu'eux réalisent des ventes. Et s'ils vont, c'est parce qu'ils vendent. Fait qu'imaginez ce que ça serait si il y avait que des commerçants d'accessoires, de pièces automobiles, de je sais pas quoi, de produits cosmétiques. Là, ça serait un vrai salon. Puis
vous savez quoi, ils en vendraient des produits parce que les gens sont acheteurs au Salon d'Auto de Montréal. Oui. Pour que des gens dépensent 45 $ pour un banc de plastique que tu peux acheter sur Amazon à 6,99 ou 8,99, Puis, que tu vas recevoir une journée plus tard à compter de maintenant, mais ça, c'est une autre histoire. mais outre ça, considère le stationnement à 30 $, le billet d'entrée à 20 Ah, c'est ça. Les gens, ils vont, là. C'est correct. Les gens, ils vont. Mais il faut leur donner une raison et une envie de revenir. C'est ça. Alors, tu sais, je pense que, comme tu l'as dit, Honda, Mazda, écoute, même BMW, Audi, là. Oui, mais... Tu sais, on le sait qu'Audi, c'est une entreprise qui s'en fiche, mais complètement. Oui. Audi a encore... Ben, puis tu vas me dire, c'est la même chose pour Porsche, là, mais Audi, j'ai presque envie de te dire, j'ai hâte qu'ils mangent la monnaie de leurs pièces. J'ai hâte, tu sais, c'est une entreprise qui a craché en l'air. Là, et qui reviennent sur Terre un peu. Ouais, parce que, tu sais, ça c'est vraiment une entreprise qui est arrogante, puis je trouve qu'on est de moins en moins en position pour l'être. C'est vrai pour les 3 constructeurs allemands. Tu vois, Mercedes s'est déplacé cette année. Est-ce que le kiosque était mirobolant? Non. Mais c'était grand, puis on avait de la tôle. Là. On avait de la tôle. C'était tout gris, noir, blanc, tu vas me dire? Non, mais peu importe. On avait de la tôle quand même. C'est ça. Et on sera au Salon de l'Auto de Toronto. Puis on a fait l'effort, puis c'est parfait, puis tant mieux. Il y a quelqu'un qui mentionne le Salon de Québec est mieux platement. Ben, tout le monde est là, sauf que tu es tellement limité en espace. Oui, c'est ça l'affaire. C'est un peu plus condensé, mais les marques sont bien mieux représentées. Ah, ben oui. C'est sur un étage. La visite est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Tu as vu par exemple, je sais pas moi, un RAV4, tu vas aller voir le Forester. Après, tu peux revenir sur tes pas. Ce qui est impensable au Palais des Congrès. Ben, à moins de faire le tour une deuxième fois puis de te retaper les motomarines. Nous, on avait le kiosque du guide de l'auto, il était à la toute fin du parcours. Les gens venaient nous voir. Il y en a qui sont arrivés avec des documents préparés. Bon, moi, je regarde ce modèle-là, ce modèle-là. Puis là, je disais des fois, avez-vous pensé au CX-50? Avez-vous pensé? Non. Ah, il n'est pas ici. Ah non, j'y ai pas pensé. Oui. Les gens, ils pensaient pas parce que le véhicule était pas là. Les gens avaient fait leur devoir au salon. Oui. Venaient me voir avec une liste. J'ai vu ça. Oui. Tu sais, puis les gens regardent des véhicules. Ils ont pas tous un peu comme nous la déformation de dire, ben moi je suis capable de dire que tel véhicule c'est dans tel segment ou tel véhicule c'est dans tel segment. Non. Si bien que quelqu'un qui s'intéresse à l'automobile, 1 mois aux 4 ans, il y en a plein, là. Ben, regarde. Je vais te donner l'exemple d'une dame qui est venue me voir, puis qui hésitait entre une Corolla Cross hybride, puis un Buick Envision, parce qu'elle trouvait que l'Envision était beau, puis parce que les gens y avaient dit, écoute, c'est un véhicule qu'on propose avec des promotions en ce moment. Jamais elle aurait pensé à Buick, mais elle est arrivée à rentrer dans le salon, elle l'a vu, elle l'a trouvé beau, elle s'est assise dedans. Ça peut être charmant au premier coup d'œil. Voilà. Fait que, mais moi, quand j'ai parlé, tu sais, j'ai fait l'étude des besoins de cette femme-là qui cherchait le véhicule le moins gourmand possible. Donc, clairement, on s'en allait dans un hybride, puis tout ce qu'elle regardait, c'était de l'hybride, là. Fait que, là, je lui ai fait part. Ce qu'elle voulait avoir, c'est un véhicule un peu le fun. Elle conduit un Mazda CX-5 de première génération. Oui. Alors, tu sais, quand je lui ai parlé du CX-50 hybride, ah oui, ça existe. Elle va plus chez Mazda depuis des années pour l'entretien. Elle avait aucune idée, là. Ben en fait, on est débarqué avec le CX-50 hybride il y a quoi, quelques mois, quelques semaines. Puis on n'a pas parlé à personne. On n'a pas parlé à personne. Je me l'explique assez mal. Est-ce que c'est parce qu'on n'en a pas tant que ça chez les concessionnaires à vendre? Parce qu'on l'avait conduit à tour de rôle, toi et moi. Ouais. C'est loin d'être vilain, c'est la technologie Toyota, ça fait très bien le travail. Mais on n'en fait pas la promotion. Non, c'est ça. C'est très étrange. Il y a des gens qui me parlaient du Dodge Hornet, avaient vu ce véhicule-là, savaient pas que ça existait. Hey, c'est cute, c'est pas trop gros. C'est cher, par exemple. Tu sais, les gens étaient comme bon. Tu sais, mais ils m'en ont parlé, là. Oui. Donc, c'est un bel endroit, et on y revient, c'est un bel endroit pour découvrir des nouvelles marques, des nouveaux modèles. Et c'est ce qu'on disait quand on mentionnait que VinFast n'était pas là. Combien de gens ne connaissent tout simplement pas la marque et son existence? Ben, on passe complètement à côté quand on se présente pas au salon. En même temps, j'imagine que les constructeurs font leur maths.
Parce que d'avoir, tu sais, si d'avoir un 10 par 20 au Salon de l'Auto de Montréal, ça coûte 8-10 000 $, ben c'est quoi d'avoir un plancher avec de l'éclairage, avec un setup pour présenter une vingtaine de véhicules? Ça coûte des centaines de milliers de dollars s'installer là pour 10 jours. Alors, est-ce que ça vaut la peine au niveau des répercussions fois 3-4 villes? Parce qu'évidemment, Mazda, s'il est à Montréal, doit être à Toronto, doit être à Vancouver. Alors là, on fait les mathématiques, puis peut-être qu'on arrive en bout de ligne en se disant, on va prendre ce budget-là, puis on va le mettre ailleurs, et c'est ce qu'ils font. Oui, mais justement, il est mis où, ce budget-là? Est-ce que, tu sais, j'aimerais ça le savoir, il est mis où, ce budget-là? Il n'y a pas juste la publicité Google, il n'y a pas juste la publicité Facebook, là, où on peut cibler très, très bien le consommateur. Il y a une publicité qui est peut-être qu'on est trop conservateur, trop traditionnel, mais d'avoir un produit devant d'avoir un vrai produit devant des vrais humains qui pensent peut-être acquérir un nouveau produit, justement, c'est une forme qui fonctionne aussi. Là. Mais j'ai vu à Montréal cette semaine, en descendant en ville, une publicité du Cadillac Lyric dans un abribus. Ça s'appelle cibler sa clientèle. Félicitations à l'agence qui a fait ça. Tu demandes où l'argent s'en va. Tiens, ça, c'est un bel exemple de publicité bien placée. Dans un abribus. Dans un abribus. Donc, un véhicule de 75-80 000 $ électrique, de luxe, dont on fait la publicité auprès d'une clientèle qui va payer 3,25 $ pour son prochain transport. C'est ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Fait que, effectivement, des fois, il y a des choix stratégiques qui sont faits de façon plutôt bizarre. N'empêche, le salon était un peu plus complet cette année. On l'avait mentionné, Genesis n'était pas là. Je pense que c'était une sérieuse erreur. VinFast, ben, garde, ils ont fait un gros coup de théâtre l'année passée. Et l'autre année d'avant, hein? Et de ne pas être là cette année, j'ai l'impression qu'ils ont un peu... ça donnait l'impression qu'ils déclaraient forfait. Tu penses? Ben, non, mais pas à ce point-là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu te présentes pendant 2 ans, puis qu'après ça, tu y vas pas du tout, tu aurais pu réduire ton format. Tu aurais pu être là avec juste les véhicules qui sont existants et non pas les véhicules concept qui vont arriver dans 3 ans. Tu aurais pu amener 2 VF8, 2 VF9, merci, bonsoir, un tapis des lumières. Puis, des lumières, c'est pratique, parce que chez Tesla, on avait oublié d'en amener. Puis ça faisait en sorte que le Cybertruck était finalement un peu moins pire que ce qu'il est en réalité. Mais ça, c'est une autre histoire. On va parler de celui que tu surnommes le ministre de la Charrette. Ah, est-ce que j'ai dit ça? Oui, tu as dit ça, puis ça m'a fait très rire, puis je seconde, en caractère gras, souligné. C'était un peu off the record, mais... Oui, mais ça me fait très, très rire. On est juste entre nous. Donc, ben oui, je me déplaçais en auto cet après-midi, j'attrape le bulletin des informations, puis on dirait qu'il se passe tellement de choses en ce moment qu'il y a certaines annonces qui sont pas moins importantes, mais en tout cas qui tombent un peu sous le radar, puis je pense que c'est le cas de cette annonce-là. Ben, finalement, on avoue du côté du gouvernement Legault, via le ministre Charette, qu'on est ouvert à peut-être faire preuve d'un peu de flexibilité quant à l'interdiction de la vente de véhicules à essence en 2035. Oups! Est-ce qu'on se rend compte finalement que comme ministre de l'Environnement dans une province, dans une petite province, finalement, qu'à l'échelle mondiale, on peut pas contrôler des constructeurs automobiles et le marché automobile au complet? Voyons. Tu sais, est-ce qu'on vient d'arriver sur ça Terre, me décourage de voir à quel point on prend le public pour de pauvres imbéciles. Ces politiciens-là disent n'importe quoi, ils ont pas de dents, sont pas capables de prendre action. Ça change d'idée comme ça change de chemise. Ça pense que ça va gérer une industrie automobile. Puis ça les a fait chier, mais solidement, là. Excusez-moi l'expression, mais d'arriver du jour au lendemain puis de dire on retire les crédits, on va peut-être les ramener. Ah oui, puis on va les retirer. Avez-vous idée de ce que ça a comme impact pour l'industrie tout entière? On va les retirer plus tard. Ah, finalement, ça va être après-demain. Puis, tu sais... Puis là, c'est du cafouillage depuis... Ce brillant ministre Charette,
il va d'une citation comme ce qu'il vient de faire aujourd'hui. Ouais, ben finalement, on va peut-être donner un peu de corde. Ça veut juste dire que ça arrivera jamais, ce qu'on a dit depuis longtemps. Ça veut surtout dire qu'il a réalisé qu'il n'avait comme ministre aucun pouvoir. Ben, aucun pouvoir, mais attends, moi je veux juste qu'on revienne 2 mois et demi en arrière. Oui. Début décembre, quand il vantait la Norvège. Ça vantait la Norvège, ça disait que les stations-service fermaient les unes après les autres, faute de demande, qu'il fallait absolument acheter un véhicule électrique, que c'était la seule avenue possible. 2 mois plus tard, non, finalement. 2 semaines plus tard, on annonçait qu'on retirait les crédits. Là, on annonçait prématurément qu'il n'y avait plus d'argent pour le faire, avec peut-être la possibilité de ramener les crédits lorsqu'il y aura un nouveau budget en avril. Tout récemment, on a dit oui, on va officiellement les ramener. J'ai bien hâte de voir si c'est vrai. Et là, il s'en vient nous dire, ouais, ben finalement, l'objectif, peut-être qu'on va être un petit peu élastique là-dessus. Hey, pour vrai, fais juste sacrer ton camp ou te taire. T'sais, rendu là, c'est gênant. C'est totalement gênant. Parce que tu perds toute forme de crédibilité à force de dire, à parler à travers ton chapeau. Permet de te dire que ça fait longtemps qu'il n'y en a plus en ce qui me concerne, mais ça, regarde. Et là, je me permets je sais qu'on n'est pas à la joute ou au club de la fausse... voyons, comment ça s'appelle l'émission à Radio-Canada, le mordu de politique, ou je sais pas trop. Sans tomber justement dans une analyse trop politique, rappelle-toi aussi, Antoine, que le chef du Parti québécois avait annoncé, lui, vouloir abaisser à 2030 la telle mesure si jamais un jour il prenait le pouvoir. Tu peux bien le vouloir. Oui, mais c'est lui qui... Dans les intentions de vote les plus récentes, c'est lui qui prendrait le pouvoir si on avait des élections demain matin. Et là, lui, quelle sera sa réaction à sa réponse? Ça va être intéressant. Sais-tu ce que j'ai envie de dire? Oui. Si un gouvernement veut prendre action et prendre une direction et dire, nous, au Québec, on va obliger les gens à rouler en véhicule électrique ou du moins, on va interdire la vente de véhicules à essence à partir de telle date. Bon. D'abord, il faut que la loi soit viable. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui dit on n'est pas à un mensonge près. Non, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on décide de prendre une direction, on peut pas, au moins dans un même gouvernement et à l'intérieur d'un seul mandat, changer d'idée 8 fois. Oui. Tu sais, là, on annonce quelque chose. Non, il n'y en a pas. On n'a pas de fil conducteur, c'est le cas de le dire. On n'a pas de... C'est ça. Mais c'est vrai. Soit on décide collectivement d'aller dans une direction qui est celle des véhicules électriques. Parfait, c'est correct. Nous, on estimait que ce n'était pas réaliste. On ne se positionnait pas contre l'automobile électrique. Personne n'a fait ça ici. On estimait simplement que c'était irréaliste. Ben oui. Il y a Serge qui demande c'est quoi la Chevrolet derrière. C'est pas une voiture électrique. Non? Non, c'est une Camaro. Est-elle dotée d'un moteur à 8 cylindres en V? Notamment. Est-ce qu'elle gronde? Ben, pas présentement. Ça fait quelques mois qu'elle ne gronde pas, d'ailleurs. Et quand elle gronde, est-ce que ce sont des bruits artificiels générés dans les Il n'y a pas de Fratsonic dessus. Non, il n'y a pas de ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a une transmission simulée à 8 rapports? Non, il y a un bâton et 3 pédales. Avec une clutch? Exactement. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une vraie voiture, Antoine? C'est pas pire. D'accord. Quand même. Mais cela étant dit, tu sais, à partir du moment, comme tu disais, où un gouvernement prend une direction, tu peux décider de la suivre. Moi, je n'ai jamais cru au fait que le Québec était assez puissant pour imposer un règlement alors que les autres provinces n'étaient pas en accord avec ça. Est-ce que je pense que le Canada, si tout le monde était au même diapason et prenait une direction précise, pourrait imposer quelque chose? Peut-être un peu plus. Mais encore là, c'est impensable. Mais chaque encore province veut tirer la couverte de son bord. Bon, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, forcément. Voilà. Le Québec veut vendre de l'électricité, l'Alberta veut vendre du pétrole. En partant, ça va un peu mal. Mais au-delà de ça, je veux dire, on a des objectifs pour dans 10 ans, puis on change d'idée aux 3 semaines. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qui tienne la route là-dedans? Ça marche absolument pas. Fait que, tu sais,
là, quand tu m'as annoncé ça tantôt, parce que tu as entendu la nouvelle avant moi, j'ai fait, regarde, on fait rire de nous, là. Mais, et chaque jour, un peu plus que la veille. Ah, c'est épouvantable. Fait que, tu sais, moi, si j'étais le PQ et que j'arrivais au pouvoir pour remplacer la CAQ prochainement, dans la mesure où c'est ce qui se dessine actuellement, je serais extrêmement prudent sur les énoncés que j'irais faire, parce que tu peux garrocher des paroles en l'air. Tu sais, je veux dire, on rit de Trump, là. Ouais. Trump qui garoche n'importe quoi, qui veut renommer le golfe du Mexique, le golfe de l'Amérique, puis bon, nomme-le. Il en dit des conneries d'une journée, là, on s'entend tous là-dessus. Mais il est cohérent. Lui-même, non, mais, je veux dire, on rit de Trump, sauf que ce qu'on dit ici, ce qu'on lance comme affirmation dans les airs pour changer d'idée le lendemain, là, je veux pas tomber dans le politique extrême, là, mais on peut juste parler du troisième lien. C'est une vraie joke, là. Avance, recule, on est sûr, c'est ça. On y pense. Dans l'eau, au-dessus de l'eau, tu sais, non, les cyclistes, pas les cyclistes, les véhicules. Oui. Un train, non, pas de train. Fait que là, regarde, on va laisser les choses aller. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que dans 72 heures, il n'y a plus de crédits gouvernementaux de quelque façon que ce soit. Les constructeurs chez qui il reste encore des 2024 vont continuer à donner des rabais de 5, 7 500, 10 000 piastres parce que les autos sont collées là. Et manger de l'argent sur chaque unité vendue. Rendu là, oui, mais rendu là, c'est pas grave. Faut que ça parte. Puis, tu sais, je parlais à des gens d'Honda aujourd'hui. J'ai regardé les chiffres de vente du Prologue en 2024. Oui. Honda avait pas d'objectif, là. Non. Tu sais, on a vendu 530 Prologue à peu près au Canada en 2024. 5800 Chevrolet Blazer EV. 10 600 Mach-E. 33 000 Tesla Y. Fait que je peux-tu dire qu'Honda, là, elle pèse pas l'eau dans la balance? Non, mais Honda, en ce moment, est dans une position plutôt avantageuse avec ce qui se passe. Effectivement. Puis on a annoncé qu'on s'en venait avec des électriques chez Acura, fin 26. On va ramener le nom RSX. C'est un peu drôle. Il a pas coûté cher, disons, là. Mais c'est la seule raison pourquoi on utilise ce nom-là. Là. On réutilise les vieux noms parce qu'ils sont déjà enregistrés et ça coûte rien. Mais on ramène pas la 1.6 EL ou la 3.2 type L, 3.2 TL type S A-Spec, là, ça c'était un peu long. Sur un VUS. Ouais, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que Honda a pas beaucoup d'objectifs, mais tu vois, on a encore des 2024 du Prologue et le 2025 n'arrivera pas avant le mois de mai. OK. Alors que les Blazer 25 sont déjà sur le marché. Je comprends. Donc, tu sais, on est extrêmement prudent, puis il y a des constructeurs qui ont mieux géré leurs inventaires de véhicules électriques que d'autres. Je pense que Kia est un bel exemple par rapport à Hyundai. On a vendu moins de véhicules, c'est clair. Oui, mais en même temps, on n'est pas collé avec 1000 Ioniq 5 pas vendus. Là. Sur lesquels on va manger 10 000. C'est ça. Tu sais, c'est une... Et je l'ai entendu ça quelques fois pendant le salon, là. Ah, ben, si on a 10 000 de rabais sur un véhicule électrique en ce moment, ça veut dire qu'on faisait de l'argent à pleine poche. Non, c'est bien en faisait un peu. Oui, mais c'est bien mal connaître les coûts de recherche et développement d'une plateforme électrique, de moteur électrique, de batterie. C'est excessivement coûteux à faire. Donc, non, sur chaque unité du Volkswagen ID4, on faisait pas tant d'argent que ça. Imaginez revoir complètement la chaîne de montage d'une usine qui faisait des Passat à Chattanooga. C'est excessivement coûteux à concevoir, à penser, à réaliser, à commercialiser. Non, on faisait pas 10 000 sur chaque unité et on en perdait probablement. Et là, on en perd encore plus. Là, oui, puis il n'y a pas juste le prix de vente du véhicule. C'est qu'une fois que tu l'as mis sur la route, toutes les mises à jour logicielles, les problèmes de fiabilité. Tu sais, pourquoi Ford mange 130 000 US à chaque fois qu'on vend un véhicule électrique? Parce qu'on a du service à faire après. Oui, puis parce qu'on a eu tellement de problèmes avec le Mach-E pendant 3-4 ans, ça commence à se régler un peu, heureusement. Puis je veux dire, c'est vrai pour le Lightning aussi. Bon, faut pas oublier que chez Ford, c'est une plateforme unique, là.
Alors, tu sais, c'est ça, c'est sûr que ça aide pas. Plateforme unique parce qu'on a décidé de ne pas la multiplier. Oui, oui, je le sais, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas rentabiliser ta plateforme EGMP en la mettant chez Hyundai, chez Kia, chez Genesis, sur plusieurs produits. Mais tu sais, est-ce que chez Ford, on n'a pas regardé ça un peu de haut en se disant, bon, on en a développé une parce qu'il fallait le faire, mais ça va s'arrêter là. Pour nous, les Super Duty, les gens sont en file. Oui, c'est sûr. Puis tu sais, on le dit pas trop fort, mais c'était intéressant cette semaine parce que j'ai reçu une question d'un lecteur qui me demandait, bon, lui, évidemment, a pris ça au pied de la lettre, puis a dit, mon prochain véhicule, il va être fabriqué au Canada, j'achète rien qui vient des États-Unis. Bon, et là, je lui ai fait la liste des véhicules qui étaient assemblés au Canada. Elle est assez courte, la liste. Ben, en fait, c'est drôle parce que General Motors, c'est des Silverado HD. Chez Ford, ça va être des Super Duty. Et c'est tout. Chez Stellantis, c'est du Charger électrique ou de la fourgonnette. Il y aura un Compass éventuellement, si un jour peut-être que ça arrive, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Puis dans le plus rationnel, ben, ce sont les Japonais. Alors Honda, c'est la Civic, c'est le CR-V. Et Toyota, c'est le RAV4 puis le Lexus RX. Fin de l'histoire. C'est ce qu'on assemble actuellement. Bon, il y a le choix est limité, là. Et il y a une usine de Volkswagen en préparation du côté de Saint-Thomas, en Ontario. Mais on me dit que les coups de pelle sont au ralenti de ce temps-là. Là. C'est comme... Le terrain est raclé. Oui, c'est ça, le terrain est raclé, mais il y a eu de la neige. Et on va attendre que ça fonde. J'ai hâte de voir si ça verra le jour, cette usine-là. Ah ouais, c'est ça. Fait que... Et rappelle-toi, là, j'ai pas les dates sous les yeux, Antoine. Rappelle-toi quand on avait annoncé des investissements massifs du gouvernement de l'Ontario, du gouvernement canadien de Honda pour une usine qui allait assembler des véhicules hybrides au Canada. On trouvait que Honda était complètement arriéré et dépassé de faire ça. Je l'admets, moi-même, je trouvais ça inconcevable qu'on investisse dans une technologie. Ben, pas qu'on investisse, mais qu'on fasse une annonce de la sorte alors que c'était un peu plus ordinaire. Et qu'on investisse autant d'argent public dans une technologie qu'on maîtrisait déjà plutôt bien, là. Oui, ben Toyota le fait depuis. C'est ça. Et là, on regarde ça aujourd'hui. Est-ce que Honda est en mauvaise posture? Absolument pas. Non, ça va bien. Puis Honda vend au Canada ce qu'on fabrique au Canada. Voilà. Et les mathématiques sont faites. Puis c'est drôle parce que, regarde les Américains, ils n'ont pas de produits compétitifs face à ce que Honda et Toyota vendent. Ford, un peu l'Escape, le Bronco Sport. Parfait. Mais au-delà de ça, tu sais... la Camry, le Civic, le CR-V... les voitures, c'est d'une évidence, mais même les VUS compacts, tu sais, j'ai essayé le dernier Equinox, c'est correct. Mais c'est pas un CR-V hybride, là. Non, c'est pas un RAV4 Prime, là. Non, puis on a mis l'emphase sur l'Equinox électrique, mais attention, l'Equinox électrique, c'est un véhicule qui, chez nous, a été extrêmement apprécié, il l'est encore, il y a des pages de fan club de ces véhicules-là, il y a tout ce que tu voudras. Va expliquer ça à un gars qui habite au Texas, il va nous traiter de fous. Ben même au nord de l'Ontario. Puis, juste pour vous illustrer la réalité de cette situation-là, lorsque je me suis déplacé à Détroit pour aller voter pour les véhicules nord-américains de l'année avec le jury du NACTOY, écoute, on a regardé tout ce qu'il y avait là-bas. Les trois finalistes ont été les trois véhicules pour lesquels j'ai voté principalement. Fait que ça, j'étais quand même pas dans le champ. Tu as gagné tes élections. Ben, pas avec les véhicules utilitaires. Ah, parce que pour moi, c'était l'Equinox EV qui remportait la palme haut la main. Avec ton point de vue Avec mon point de vue de journaliste canadien et québécois. Même plus que canadien. Mais faut pas oublier qu'il y a des gars là-bas qui vivent à Détroit, qui vivent en Californie, en Floride, au Texas. Il y a toutes sortes de réalités. Alors, l'Equinox a terminé dans le top 3, mais c'est le Volkswagen ID Buzz, on va en reparler un peu plus tard, qui a remporté la palme, et entre les deux, le Santa Fe. Et l'Equinox EV était loin derrière en termes de pointage.
C'est sûr que pour moi, j'ai regardé le marché cette année. C'est quoi le hit de l'année? C'est quoi le produit que tout le monde s'arrache? C'est l'Equinox EV. Mais ça, c'est avec tes lunettes. Mais toi. traverse les frontières du Québec, c'est terminé. Il n'y a personne qui achète ça en dehors du Québec. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre. Et regarde les ventes dans 3 jours, puis ça va se calmer c'est fini. Ici aussi. C'est terminé. Là. Ben oui, c'est sûr. Qui va acheter ça, une Kia EV6 à 67 000 $? Personne. Il va falloir être motivé. Ben non, c'est terminé. Tu sais, le monde se battait pour acheter des EV9. Ben, ils ont eu la chance de pouvoir profiter de crédit, d'avoir une stratégie qui était intéressante. Ouais. Mais le Hyundai Ioniq 9, lui, il a manqué le bateau complètement. C'est brûlé d'avance, là. C'est plate parce que c'est loin d'être vilain. En fait, c'est un meilleur Kia EV9 parce que il est plus aérodynamique, il a plus d'autonomie, puis il offre la même chose. Il arrive juste trop tard. Mais c'est ça. Journaliste automobile canadien, québécois, français, de langue française. C'est ça. Voilà. Française. D'Amérique. C'est ça. El colonial. Mais c'est ça qui est intéressant. Fait que faut ouvrir nos œillères et comprendre que le marché du Québec, c'est pas ce qui va dicter comment ça va se passer. Trump est en bien meilleure position, on s'entend, pour dicter comment ça va se passer, mais encore là... Oui, c'est pas le ministre Charette qui va décider. Non, lui, c'est ça. Il décide de dire des affaires, mais il décide de rien d'autre. Mais, en fait, c'est ça, c'est que l'industrie auto nord-américaine va se... Puis je veux dire, on s'entend, là, l'industrie auto nord-américaine, ce qu'elle veut, c'est vendre des pick-up. Oui. Parce que on dira ce qu'on voudra. Il n'y a rien de plus payant au monde que de vendre un F-150, puis un Silverado, puis un Ram. Et devine quoi, Antoine? Il y a une forte demande pour ce produit. Oui, il y a une forte demande. Puis je veux dire, le prix de l'essence stagne depuis plusieurs années. Oui. Nous, on trouve que c'est cher. Puis moi, je me permets de ramener dans la tête des gens qu'en 2007 ou 2008, le litre d'essence était à 1,50 $, puis on capotait. Puis à cette époque-là, on avait raison de capoter. On en parlait la semaine dernière. C'est le moment où Jeep lançait le Commander, puis Kia lançait le Borrego à moteur V8. Ça n'avait pas de sens. Mais rappelle-toi, là, encore là, je n'ai pas les dates exactes devant moi, là, mais 2013 ou 2014, on avait eu une autre très, très grande montée du prix du ça avait dépassé les 2 piastres. Là. Oui, en tout cas, frôlé, là, tu sais. Reporte-toi, il y a donc 10 ans, tu sais, c'était quelque chose. Fait que là, effectivement, d'avoir le litre, autour de 1,65 $ en ce moment, c'est finalement pas si pire. Évidemment, ça reste beaucoup plus cher que qu'ailleurs en Amérique, là, c'est sûr. Ben oui. Ben, je veux dire, il y a le BC où c'est plus cher que nous. Oui. Puis il y a la Californie où l'essence est aussi chère que la nôtre, là. Oui. Je veux dire, en proportion, là, si tu regardes le salaire d'un Californien versus le nôtre, puis tout ça, l'essence est aussi chère là-bas. Mais parce que la Californie a décidé de taxer l'essence lourdement, parce que si tu t'en vas en Arizona, juste à côté, c'est la moitié du prix. Fait que, tu sais, c'est fascinant. Littéralement. C'est littéralement la moitié. Aucune exagération. C'est 5,50 $ le gallon en Californie, puis c'est 2,65 en Arizona. Fait que c'est pas compliqué, là. C'est vraiment ce qui se passe. Mais l'autre point, puis je pense que j'ai vu 2-3 personnes en faire mention. Oui. Tu sais, je sais que c'est une question de temps avant que le gouvernement québécois ou canadien décide de taxer la voiture à essence, parce qu'on calque toujours le modèle européen, puis on pense que l'Europe, c'est le modèle à suivre, alors que c'est une réalité qui n'est pas la nôtre. Cela étant dit, ouvrez les portes au marché chinois et toute l'industrie automobile va changer. C'est certain. C'est sûr que si ça arrive, je pense que Tesla a révolutionné l'univers, ou en fait l'industrie automobile nord-américaine. Oui, ça c'est la phase 1. La phase 2, c'est d'ouvrir la porte de garage à l'industrie automobile chinoise. C'est clair. En respectant les normes nord-américaines. Oui, parce que les gens ont encore cette perception à tort qu'une voiture chinoise, c'est de la cochonnerie. On ne parle pas du j'oublie le nom là, le véhicule chinois qui était supposé être vendu ici, puis voyons, on va finir par l'avoir là.
Imperium qui a changé de nom 2-3 fois. Tu sais, ça, c'est un produit. C'est un produit de second rang, là, vraiment. Oui. Mais c'était pas cher. Ben, c'était pas cher. C'était pas cher considérant les crédits, tu sais. Oui. Enlève les crédits, ça vaut jamais ça, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, puis c'est un véhicule qui aurait très mal vieilli, mais la Chine est capable de fabriquer des produits vraiment impressionnants. Bon, d'ailleurs, un Volvo X30, c'est un véhicule chinois. La Chine va fabriquer ce que tu lui demandes de fabriquer. C'est ça. Tu veux des gogos à 1$, ils vont te fabriquer des gogos à 1$. Tu veux qu'ils fabriquent des Buick à essence, ils vont t'en faire. Puis des Volvo haut de gamme, ils vont t'en faire. Oui, mais si tu veux une Patek Philippe, ils vont te la faire aussi, tu sais, tu comprends-tu? Oui. Fait que c'est ça. Ils vont faire vraiment ce que tu souhaites avoir. C'est un pays industriel, point à la ligne. Évidemment que je comprends un peu l'idée de Trump de vouloir bloquer ça, mais à un moment donné, tu as une limite à ce que tu peux faire. Puis la Chine est tellement puissante que de bloquer un produit chinois fait en Chine, c'est une chose, mais la stratégie va être quoi? On va aller acheter une usine au Mexique ou on va s'installer quelque part, puis on va, tu sais, ça va être ça ce qui va se passer, là. Mais dans une société où on met à la porte Amazon de notre province, je nous vois mal recevoir des constructeurs automobiles chinois débarquer ici. Tu sais, ça ne cadre pas tout à fait avec les valeurs de notre province ou de notre pays, là. Oui, mais ça, c'est une belle décision régionale de quelques syndicalistes qui ont décidé d'aller offrir aux employés d'une entreprise qui viennent d'arriver ici, qui sont de nouveaux immigrants, qui parlent souvent ni anglais ni français, sont allés leur dire « Oh, vous devriez vous syndiquer, ça va être bon. » Eux autres, ils ont dit « OK, monsieur, madame, monsieur, dépose la demande. » Mais ça démontre bel et bien le nombre pas d'embûches, mais le nombre de bâtons dans les roues que tu peux avoir quand tu veux essayer de percer ou développer le Québec ou le Canada. C'est une guerre de pouvoir. Il y en a combien des entreprises qui ont sacré leur camp parce qu'il y a eu une menace de syndicalisme? GM. General Motors. Metro avait bâti une gigantesque pas une usine, mais avait un entrepôt gigantesque, je crois, dans la ville de Québec. Ça a décidé de se syndiquer. Ils ont sacré leur camp, mais c'est ça, gars, ils ont mis la clé là-dedans. Bye-bye. Il y en a eu combien? Tu sais, je veux dire, c'est pas nouveau que ça arrive. Là, ce qui est ridicule, c'est que on est vraiment au bas de l'échelle avec des employés qui pourraient probablement pas se trouver de travail ailleurs. Ça vient d'arriver, là. Ce sont de nouveaux immigrants qu'il faut intégrer au pays. Ça parle pas français, ça parle pas anglais, puis tu leur demandes de se syndiquer. Voyons. Ils savent même pas ce que ça veut dire. Allô? Mais demande-toi pas pourquoi Amazon a sacré son camp, tu sais. Je veux dire, pour moi, je le sais que c'est un petit peu radical comme commentaire, mais en même temps, à quoi t'as pensé? Tu sais, que tu sois pour ou contre un syndicat, c'est une chose. Mais oui, le travail est difficile, etc., etc. Ils viennent d'arriver. Le travail en usine, quelle que soit l'usine, est difficile. Tu sais, peu importe la bannière qui est devant l'usine, un travail à la chaîne de montage, un travail routinier, c'est difficile. Sébastien Néron qui parle du Walmart de Jonquière, effectivement, c'est un autre exemple. Bon, lui, il a été lourdement médiatisé, mais combien en a de cas comme ça qui n'ont pas été médiatisés? Puis ça m'amène à penser aussi, revenons à parler de char, là. Ça m'amène à penser que du côté... Parenthèse, tant qu'à parler de char, d'après moi, il va y avoir un lot de Ford Transit High Roof à vendre. Possible. Oui, mais il va falloir les déstriper. Oui, les dépoquer surtout. C'est ça. mais fin de la parenthèse. Regarde ce qui se passe du côté des entreprises qui sont en Ontario. Les 5 constructeurs automobiles qui sont en Ontario. Alors, GM, Ford, Chrysler, c'est Unifor. GM, Ford et Stellantis, c'est le gros syndicat d'Unifor. Mais Honda et Toyota n'ont pas de syndicat. Il y a 5 à 6... Parce que les conditions conviennent aux travailleurs. Puis les conditions ne sont même pas celles des employés des usines américaines. C'est ça qui est fascinant. Les salaires sont moindres. Si tu prends le salaire d'un employé qui travaille à la GM à Oshawa, tu es mieux payé qu'un employé qui travaille à Alliston chez Honda. Mais on joue franc jeu chez Honda. Les employés savent que si tu tentes de mettre le bordel puis de rentrer le syndicat là-dedans,
Fais-toi-en pas que tu vas te faire montrer à la porte assez vite parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vu ta job. Parce qu'un gars qui travaille sur une chaîne de montage à 40 quelques piastres de l'heure, ben, il sait que c'est un privilège, puis que les conditions sont impeccables, puis qu'après 25 ans de travail, tu as une pleine retraite. Attends un peu, là. Aujourd'hui, trouver ça, là, c'est quand même quelque chose. Mais ça a été dessiné comme ça. Évidemment que les entreprises japonaises sont arrivées bien après les entreprises américaines sur le marché canadien. L'usine d'Oshawa, General Motors, on parle des années 60. C'était la même chose pour l'usine de Boisbriand, tu vas me dire. Mais Honda, je pense que ça a été long. La fabrication d'usine a commencé en 86, si ma mémoire est bonne. Puis on a commencé à fabriquer des Accords avec les phares escamotables, là, pour ensuite passer au Civic en 89-10, là, quelque chose de même. Fait que, tu sais, on a vendu, on a commencé sur le tard. Toyota, il y a 2 grosses usines à Cambridge et à Woodstock. Cambridge, c'est gigantesque. C'est comme une ville, hein? À Cambridge, t'as une première usine qui fait des RAV4, t'as l'autre usine qui fait des RX, qui font tous les RX sauf les hybrides rechargeables. Puis à Woodstock, on fait aussi des RAV4. Ils font le NX aussi. Non, ils font le RX. Ils font pas le RX sur le... Le NX, je pense pas. À moins que je me trompe, là, je pense qu'ils font le RX sur une des 2 chaînes à Cambridge, le RAV4, et l'autre usine de Woodstock, c'est uniquement le RAV4. Puis à l'époque, ils faisaient la Corolla. Oui. Mais la Corolla a été rapatriée aux États-Unis. Oui. Bon, enfin bref. T'es allé, toi, du côté de la Floride, mon cher, pendant que tes parents vendaient des die-cast à moins 1000. Non, c'est tempéré, le palais des congrès. Ouais, c'est sec un peu. Tu sais que c'est le seul moment de l'année... Où tu saignes du nez. Oui, et où je me mets du lipstick et où je tombe malade. Oui. C'est sûr, parce que moi, les salons d'auto cette année, ça a commencé avec une gastro. Après ça, j'avais les narines qui me collaient ensemble, mon tube de lipstick dans les poches. Comment ça se fait que c'est sec de même? Et comment font les employés qui travaillent là à l'année longue? J'ai aucune idée. L'air est épouvantable. Le lipstick est fourni. Ah, Nicolas Tardif, il dit, le NX aussi le fabrique là. OK, ça se peut. Bon. OK. Sauf l'hybride rechargeable qui est fait au Japon. OK. Oui, les hybrides rechargeables, c'est du côté du Japon. Ça, oui. OK. Mais oui, je me suis déplacé en Floride, un État où... l'automobile est encore intéressante et une ville qui carbure, je pense le mot est juste, à l'automobile. La ville de Daytona, où on a une énorme piste de course où circulent des véhicules à essence à vive allure pendant précisément 24 heures. C'était l'événement 24 heures Rolex. Ouais. Et on essayait de faire... T'en as profité pour t'acheter une montre? Non. Ah, OK. Non, sur mon téléphone, j'ai l'heure. Ah, OK. J'ai pas besoin. On a profité. C'est bien fait, ces petites affaires-là. Hein? Puis ça a l'air que tu peux même téléphoner avec ça. Ah, ouais. Il paraît. J'en sais rien, mais il paraît. Et on a essayé de faire comme un condensé chez Mazda parce qu'on lançait pendant le week-end de course la saison de MX5 Cup qu'on a aux États-Unis, qu'on n'a pas ici au Canada. Non, donc c'était la première. Nous, c'est la Sentra. Oui. Et c'est ce que je disais un peu aux gens de Mazda. J'ai dit, c'est le fun, vous, votre série de courses. Au moins, c'est un char intéressant, pas un char Uber, tu sais. Mais c'est vrai, pareil, là. C'est bien beau, là, les Micra et les Sentra, tu sais. Mais c'est des chars vraiment ordinaires. C'est correct, là. Mais bref. Non, mais la Micra, c'était sympathique. Oui, c'était cute à ses débuts. Comme la Eco. C'est ça. D'accord. Là, la Sentra, ça fait quand même un peu Uber Eats, là. Ouais, vraiment. On est un peu là. Fait que, il y avait le lancement de la course, mais il y avait surtout le dévoilement de la MX5 35e anniversaire. Qui n'est pas verte. Qui n'est pas verte, Antoine. Elle est rouge vin foncé. Au soleil, ça tire un petit peu sur le violet. Et essentiellement, c'est une couleur qui existait déjà dans le catalogue Mazda. Ah, sur le CX-90? Absolument, Antoine. Ah, OK, j'avais même pas fait le lien. C'est le rouge artisan qu'on appelle. Non, c'est pas le rouge qu'on voit partout. Non, le Soul Red. Le Soul Red, c'est pas cette couleur-là, c'est le rouge artisan qui tire un peu plus vers
l'aubergine, là, en quelque sorte. Mais c'est pas laid. C'est pas laid. Et j'aime ce qu'on a essayé de faire avec la MX5 35e anniversaire. On a souvent, les dernières années, penché du côté sportif. Ouais. Et là, avec cette édition-là, on se recentre un peu plus vers une auto un peu plus classique. Mais est-ce que ça n'illustre pas un peu qui sont les acheteurs de MX5 de plus en plus, c'est-à-dire une clientèle un peu vieillissante? Ça a toujours été ça, Antoine. Tu peux pas avoir 32 ans, 2 enfants, une maison à payer puis acheter une MX5. Tu sais, ça fonctionne pas. Je sais que c'est pour ça que tu veux pas te reproduire. Mais acheter une MX5 juste pour ça. Non, mais effectivement, on est allé un petit peu plus classique. Donc, comme je disais, rouge vin très foncé, toit souple beige. Pas de maudite roue noire. Pas de maudite roue noire. Ouais. Fait on est dans le classique, mais on est dans le bon goût, par exemple. Là. Mais j'aurais aimé ça, avoir une couleur propre à ce modèle-là. Puis, tu sais... On a eu des NA, NB, NC, vert forêt. On aurait pu ramener ça en 2025, je pense. Bon, il est allé pour une solution économique, puis on a pris une couleur déjà existante. On a pris une couleur qui était déjà existante. Cela dit, tu dis, bon, est-ce qu'on n'essaie pas de plaire à une clientèle un peu comme la voiture, c'est-à-dire qui vieillit? Oui, en même temps, l'édition 35e, c'est toit souple seulement, boîte manuelle. Ah oui, il n'y a pas d'RF. Non, monsieur. OK, et ça, pas de boîte automatique. Manuel seulement. Manuel seulement. Yes, sir. On en aura 230 pour le Canada et 300 aux États-Unis. Donc, tu sais, normalement, l'espèce de rapport 10... Mon Dieu, on en a donc bien beaucoup par rapport aux Américains. On en a beaucoup parce que la demande était là. On était supposé en avoir 170, ce qui est à peu près l'équivalent de une par concessionnaire au pays. Ouais. Puis vois-tu oui, quelqu'un qui dit même couleur que le chandail. Effectivement, j'essayais de trouver un comparable, mais c'est pas mal comme ma veste. Et certains concessionnaires... c'est comme ton chandail, mais en considérant que c'est une voiture qui a 12 ans puis que tu as laissé au soleil en Floride pendant 12 ans, parce que on dirait que le clear lève un peu. Le clear lève, d'accord. Il est moins métallique qu'à son premier jour. Mais oui, donc il y a même certains concessionnaires qui ont levé la main puis qui ont dit nous on serait prêts à en prendre un peu plus qu'une. Fait que c'est pour ça qu'on a étiré jusqu'à 230. Les premières arrivent dès la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Puis côté suspension, est-ce qu'on a la suspension sport ou régulière? On a les Bilstein, mais on n'a pas les freins Brembo. OK. C'est pour ça que je te dis, on a un peu joué la carte classique. On a le limited slip, là, forcément. Forcément. Parce qu'il n'y a que le modèle de base qui ne l'a pas, je pense, là. Oui, j'imagine. Oui, OK. J'imagine. OK. Fait que c'est ça. Eh bien, intéressant. Puis ils t'ont parlé aussi du CX5 qui va être renouvelé? Oui, en fait, j'ai eu la confirmation. On attendait ça depuis un petit moment déjà. Bien, on a vu d'ailleurs quelques esquisses passer sur le web. Beaucoup de rumeurs. Mais ça me laisse un peu perplexe parce que j'ai l'impression qu'on va le grossir puis qu'on va rapidement se retrouver à 1 mm de différence avec un CX50. Effectivement, j'ai hâte de voir là en regardant les spécifications exactes et les proportions, mais chose certaine, ce sera dévoilé cette année en 2025, probablement comme modèle 2026. Il y aura des hybrides. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il allait avoir une continuité et de la nouveauté. Entre les lignes, on comprend que les moteurs actuels pourrait continuer d'être offert en ajoutant l'hybride comme on le fait avec le CX50. On en parlait un petit peu plus tôt. Fait que, combien la MX5 demande? 43 000 et des poussières. Donc le même prix. On n'est même pas à la plus chère, là. La GT est 43 000, oui. Non, mais il y a des Miata 48, 49, là. Il y a des Miata qui sont plus chers que ça, là. Là, on est à 43. Une GT, plus transport. Toi souple, hein? Oui. Ah, OK. Parce qu'une RF, on est pas mal plus cher, hein? Oui. Une RF, on est pas mal plus cher. OK. Mais 43 des poussières pour la 35e anniversaire. OK. Mais je ne sais pas combien de réservations on peut avoir pris sur le 230, là. Ouais. J'attendrai pas le mois d'octobre pour m'en commander une. Non, c'est ça. Fait que,
Est-ce qu'il y a des subventions pour cette auto-là? Aucune! Ah, OK. Mais je vais faire une blague, mais j'en ai pas. Mais dans le cas du CX-5, ça indique aussi que ça va être une grosse année pour les VUS compacts, parce qu'on sait aussi que le RAV4 de nouvelle génération va être présenté lui aussi en 2025. On sait que le Jeep Compass? Le Jeep Compass, on le sait pas, mais le Forester hybride va finalement débarquer avec il y a le nouveau Tiguan qui arrive aussi. Il y a le nouveau Tiguan aussi. Ouais. Bref, beaucoup d'actions dans un segment important au Canada avec des gros volumes. Fait que ça va être, on dit à l'oreille que le RVR ne change pas. Le RVR ne change pas. Non. Tu sais, on parlait de véhicules vieillissants tantôt. Ça commence à être pas pire, là. Il entre dans sa 15e année de production. Il commence à boutonner. Oui, un peu. Il commence à boutonner. Bientôt, le RVR va pouvoir suivre ses cours de conduite. Oui, c'est ça. C'est pas pire, ça. C'est quand même pas pire. Mais regarde, je le sais, Antoine, puis c'est quasiment rendu... Alors, commence pas avec une annonce, c'est une bonne valeur, qu'est-ce que c'est 30 000 piastres? C'est 30 000 piastres. Ah ouais. Puis t'auras jamais de trouble avec ça. OK. Jamais. Je me trompe ou non? Non, tu te trompes pas. Mais c'est agricole, là. Oui, mais t'as juste une vie à vivre. Tu sais... Ben, à moins d'être un chat, mais je suis pas sûr que les chats peuvent conduire. C'est beau. Es-tu surpris d'apprendre qu'Infiniti abandonne le QX50? On parlait de Mitsubishi juste avant, qui a un catalogue microscopique. Ouais. Infiniti n'en avait pas déjà une très grande gamme. Et là, on coupe 2 modèles d'ici les prochains mois, d'ici la fin de l'année. Là, la Q50 est partie. Oui. On coupe le QX50 et le QX55, les deux en même temps. Oui. On a confirmé vouloir repousser l'arrivée prochaine de la berline électrique d'Infiniti, qui était connue sous le nom QE50. Essentiellement, cette voiture-là, c'était peut-être l'équivalent d'une ID7 chez Volkswagen. On sait aussi qu'il y avait un clone de ce modèle-là qui aurait été la future Maxima chez Nissan, une autre affaire qui n'arrivera jamais 100% électrique. Et ce qui va rester chez Infiniti, c'est le gros QX80. Évidemment, et le QX60 avec le 4 cylindres. Et le QX60 avec le 4 cylindres, mais attention! On aura aussi un nouveau modèle. Oui, le QX65, qui va être un QX60 avec une partie arrière élancée. Voilà. Parce que les gens vont vraiment hésiter entre ça et un Q8. Je suis pas sûr, hein? Alors, mais les stratégies chez Infiniti, c'est savoureux. Là. Comment, je le sais qu'on veut couper le QX50 puis le 55 parce que ce sont pas des gros volumes, c'est pas très populaire, c'est pas très compétitif. Si ça se vend pas, par quelle espèce de chemin tu peux être passé pour en arriver à l'idée que de mettre le moteur du QX50 dans un QX60, c'est une excellente idée? Veux-tu m'expliquer ça? Il n'y a aucune mathématique qui fonctionne dans ça. Et moi, je te prédis que le QX60, là, excuse-moi de te couper, je te prédis que le QX60, à partir de cette année, les ventes plantent solides. Ben oui. Un de ses seuls attraits, c'était le 6. C'était un V6 sans histoire, dont le rendement était tout à fait correct et honnête. Qui consommait pas. Oui. Alors, je me permets de peut-être rappeler ce que j'ai mentionné dans ma dernière chronique du Nissan Rogue 25 que j'ai mis à l'essai récemment. Ce fabuleux moteur VC turbo qui est supposé être exceptionnellement économique fait des crises d'asthme dès que tu accélères un peu et consomme beaucoup plus que ce qui est inscrit sur la fiche, alors que l'ancien 2.5 que tu roulais avec... Sans histoire. Regarde, tu pouvais rouler ça à l'huile minérale avec de l'essence ordinaire, ça se plaignait pas, ça faisait la job. Est-ce que c'était exceptionnel? Non. Ça faisait la job puis c'était économique. À partir de là, il n'y en avait pas de problème. Mais on a eu la bonne idée d'amener un 3 cylindres turbo, de mettre sur papier des chiffres qui impressionnent tout le monde. Ah oui, 201 chevaux, wow! Là, tu pèses là-dedans, tu regardes ta montre, il n'y a rien qui se passe, tu entends juste ça râler comme une Chevrolet Sprint décapotable. Puis, ce que tu te rends compte, c'est que rendu au bout de la 20 à Québec, ben c'est pas au bout de la 20, mais quand on a fait un bout entre Montréal et Québec, ben tu as consommé 2 litres et demi au 100 de plus que si tu avais eu un 2.5 dans les mêmes conditions. Et pourtant, sur papier, ça consomme moins. Fait que, tu sais,
Moi, j'appelle presque ça de l'arnaque. Ben ouais. C'est presque une arnaque. C'est une mécanique épouvantable. C'est pire avec le 3 cylindres qu'avec le 4 cylindres, mais le 4 cylindres, c'est quand même le même constat. Ça consomme beaucoup plus que ce qu'on a réussi à aller chercher comme code sur papier, puis le rendement n'est pas intéressant. Non, parce ça va mal. On promet l'équilibre parfait entre la consommation d'essence et les performances, puis il n'y a ni l'un ni l'autre qui est au rendez-vous. Fait que résultat, ça se vend pas. Puis le QX50, viens pas me dire que c'est un véhicule mal dessiné, mal aménagé, mal conçu. La raison pour laquelle ça s'est pas vendu, c'est sa mécanique. Les gens l'ont essayé. L'absence totale d'image de marque doit pas aider. Là. OK, mais garde, on a quand même vendu des Lincoln Nautilus, puis on a quand même vendu des Acura RDX, là. Ben, je prendrais un RDX 100 fois avant. Oui, mais l'image de marque d'Acura est pas bien plus forte que celle d'Infiniti, là. Quand même mieux. Lincoln non plus. Quand même mieux. Quand même mieux. Écoute bien, on a vendu plus de Jaguar F-Pace que de QX55. Faut quand même le faire, là. Oui, il faut faire même, je pense, exprès pour y arriver. Ouais, c'est ça. Et là, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une pensée pour les hommes d'affaires régionaux qui ont un concessionnaire Infiniti entre les mains en ce moment? Moi, je commencerais à me trop... Tu sais... Mets ton CV à jour, je sais pas, là, ça va pas du tout. Non, mais achète-toi des bons use. Oui. Et surtout pas des Infiniti. Non, effectivement, t'es mieux de rouler l'occasion au fond parce que je vois pas... il n'y a pas de lueur d'espoir, il n'y a rien. T'sais, on nous a présenté il n'y a pas longtemps ce qui s'en venait chez Infiniti. Oui, on arrive avec un VUS électrique, avec une berline électrique. Bon, là, on sait que plus personne en veut. En plus, vous êtes déjà trop tard, tout le monde l'a fait, ou à peu près. Ouais. Puis tu sais, une berline, c'est brûlé. Je suis désolé. Puis pas que je veux plus en voir, mais... Tu sais, si Volkswagen a pris la décision de ne pas amener en Amérique du Nord une ID7 qui existe déjà, qui est vendue du côté de l'Europe, ben imagine à quel point on commercialisera pas une Infiniti qui ne sera pas vendue ailleurs dans le monde, qui va coûter plus cher qu'une ID7 et qui sera probablement pas plus convaincante sur le plan technique. Parce qu'on s'entend que c'est une base de Ariya ou quelque chose de même. J'ai comme l'impression qu'il y a quelques véhicules qui étaient sur le bord d'entrer en production comme ça, qui finalement ne verront jamais le jour. Carl qui dit Frontier 2026, 4 cylindres turbo, plus de V6. Ça se peut pas, ça. Pas vrai. Ben, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme 4 cylindres turbo? Pas le 2 litres ils turbo. Peuvent pas mettre ça. Ils peuvent pas mettre un V6 turbo là-dedans. C'est fini, là. Il n'y a rien à faire avec ça. Ça serait une catastrophe, là. C'était une catastrophe dans chaque véhicule dans lequel on tu vas mettre une CVT, tu sais? Non, tu vas me dire, ils ont des 9 vitesses, mais tu sais, c'est la pire transmission automatique qui n'a pas été commercialisée en 15 ans. Acura l'a détesté. On l'a eu dans le Jeep Cherokee en 2014. Ça donnait des coups. Je veux dire, ça fait un travail correct, mais tu peux pas mettre ça dans un pick-up là, qui est conçu pour être brassé un peu. Ça marche pas. Fait que, bref. Carl, il dit, il y a un dealer qui me l'a confirmé. Alors, Carl, on va faire nos devoirs, on va chercher la réponse parce que, Seigneur, si ça... c'est ça, vite, ferme le live, on va aller s'acheter un Frontier flambant neuf. Ouais, je vais aller chercher le véhicule de presse que j'avais il y a 2 semaines. Il était orange, là. C'est quelque chose de discret. Ouais. Fait que, c'est ça. Avec un rayon de braquage dans un autobus. Honda va prendre le contrôle de Nissan. Fait que, Honda va garder des V6 dans le Ridgeline, mais Nissan va mettre un 4 cylindres turbo dans le Frontier. Tu sais... Quelque chose qui, ça va vraiment bien. Tant qu'à être dans les bonnes nouvelles, on débuzz-tu? Oui, est-ce que l'engouement est peut-être un peu moins présent que ce qui avait été prévu ou annoncé? On avait comme chiffre préliminaire l'intention de vendre 3000 ID Buzz sur le marché canadien en 2024. En 2025, pardon. Ce qui est ambitieux, là. Ben, pas par rapport au nombre de commandes ou de dépôts qui ont été laissés par les enthousiastes qui avaient très hâte de voir ce véhicule-là. Puis c'est drôle parce que j'ai eu une réflexion un peu plus tôt aujourd'hui en enregistrant du contenu pour l'émission du Guide de l'Auto. J'ai ouvert les pages du Guide de l'Auto 2025, puis évidemment, au moment où on a écrit les articles dans le livre, les prix du ID Buzz n'avaient pas été dévoilés. Et nous, ce qu'on avait indiqué, c'est
prix estimé 65 à 75 000. Ouais, C'est ce qui est écrit dans le guide de l'auto. Là, ça coûte un peu plus, comme 80, 85. 80 à 90 000. Ouais. C'est ça l'échelle de prix pour un ID Buzz. Puis tu vois le véhicule qu'on avait à l'essai cette semaine, avec les taxes, c'est 103 000 pour 372 km d'autonomie et 6 passagers. Parce qu'évidemment qu'ils ont eu la super bonne idée de mettre 2 sièges capitaines dans une minivan. Parce que tu peux pas avoir une banquette si tu prends les 4 roues motrices. Tout le monde sait ça, que si tu veux les 4 roues motrices, tu veux pas de banquette. C'est écrit dans le ciel. Voyons, c'est une stratégie écœurante. C'est une drôle de stratégie. Ouais, enfin bref. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que les gens aiment beaucoup le ID Buzz, mais le véhicule, ça fait quand même 8 ans qu'ils l'ont montré au Salon de Détroit, là, puis ça a été long avant que ça arrive. Et là, quand les gens ont vu le prix, ils ont fait « ben voyons donc ». Puis quand ils ont vu l'autonomie, ils ont fait « ben voyons donc ». Puis quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de banquette puis que c'était pas prêt, ben voyons donc. Si bien que tout le monde a repris son dépôt. Et là, on parlait avec quelques concessionnaires qui en ont une vingtaine en commande pour l'année et qui ont peut-être 1 ou 2 véhicules de vendus de façon officielle. Tout le monde a repris leur dépôt. Tu sais, c'est pas comique, là. J'ai très, très hâte de voir qui va acheter ça. Puis on se posait la question tantôt en mangeant, Germain. Oui, mais comment ça se fait qu'il se vend autant de Cybertruck à 150 000 $, mais que le ID Buzz se vendrait pas? Puis des Hummer électriques, puis tu sais... Salut, Danny. Non, mais des véhicules électriques à plus de 100 000 ils s'en vendent. Je dis Danny parce qu'on a un ami qui s'est acheté un Hummer, qui vient d'avoir 50 ans, puis qui vit sa crise de la cinquantaine à fond la caisse, puis monsieur a décidé d'aller acheter un Hummer, lui qui déteste les chars électriques. Salut, Danny. Mais s'il avait été à gaz, il l'aurait peut-être acheté aussi. Il n'y a pas de prétention de sauver la planète. Non. Et là, je me demandais tout bonnement, est-ce que le ID Buzz n'est pas suffisamment douchebag pour être populaire? Mais c'est pas la bonne clientèle. En fait, c'est ça. C'est que le Tesla Cybertruck ou le Hummer, ça peut être des gars de construction, ça peut être des gars qui ont des entreprises, des garages, peu importe c'est quoi, qui ont un bon budget. Qui vont faire wrapper ça, décorer ça au la couleur de l'entreprise. La vérité, c'est que le ID Buzz, ça attire les petites entreprises, ça attire les mères de famille, les professeurs d'école cool avec des enfants, ça attire... T'achètes pas ça si t'es tout seul, puis tu comprends? Fait puis là, je veux dire, t'as beau vouloir triper, t'as beau vouloir avoir l'air cool au volant d'un véhicule branché, à 100 000 $, là, on s'entend-tu que tu peux acheter autre chose? Oui. Tu sais, puis ce que je disais en conclusion, c'est que si t'as 100 000 $ pour t'acheter un ID Buzz, ben, t'as 120 pour t'acheter un Lucid Gravity, tu sais. Oui, peut-être. Non, mais ce que je veux dire, c'est que rendu là, on est dans un territoire de véhicules. Tu sais, on est dans un... Parce que le ID Buzz, initialement, est dans un marché où le paiement est un critère d'achat. Ben oui. Mais au bout de la facture, on n'est plus là. T'sais. Ben, on n'est plus là. C'est tout simplement 20 000 $ trop cher. Ouais. Moi, c'est ça le constat que je fais. Puis, on est conscient là, que des Dodge Grand Caravane à 21 000 $, c'est terminé, correct, c'est parfait. T'sais, on est conscient. Non, mais ils s'en vendent pas non plus des Pacifica Pinacle à 83 000 $. Ce que tu vois sur la route, c'est des Pacifica Select hybrides rechargeables, puis pas tant que ça. Puis pas tant que ça, effectivement. Mais des Carnival peut-être un peu plus haut de gamme, puis bon... Je comprends, tu sais. La Odyssey, ça se vend encore correctement, tu sais. Oui, mais moi, je pense pas qu'il faut comparer le ID Buzz avec des fourgonnettes. Je pense qu'il faut comparer le ID Buzz avec un Kia EV9, avec un VinFast VF9, puis avec le Ioniq 9 qui va arriver chez Hyundai. La clientèle, c'est ça. Faut pas oublier que c'est un véhicule électrique. Puis là, après ça, quand tu regardes ça, même si c'est très cool, ben, ça n'a pas d'autonomie, puis ça coûte plus cher. Mais moi, j'ai adoré ça, là, on s'entend, là. La lune de miel est pas longue, là. Non, la lune de miel est pas longue, puis ma conclusion, c'est que ce véhicule-là, ça va être un gros feu de paille.
La job du ID-Buzz, c'est de redorer l'image de Vaux à l'échelle mondiale, parce que bien que ça aille bien en Amérique du Nord, Vaux à l'international, ça va pas super bien. La job de ce produit-là, c'est effectivement de faire en sorte que Volkswagen rayonne un peu partout. Chez nous, ça va être très difficile, c'est trop cher. Puis du côté de l'Europe, ça se vend un peu parce qu'ils ont des versions plus utilitaires, plus courtes, moins luxueuses. Mais en même temps, est-ce que la clientèle va être là longtemps? Moi, ça durera jamais aussi longtemps que la Beetle a duré. Moi, je suis persuadé de ça. Parce que la Beetle, ça s'est estompé à un moment Oui, mais la Beetle, ça a été une grosse balloune de 5-6 ans. Oui. Après ça, ils ont eu un petit regain de popularité quand est arrivé la décapotable. Oui. Mais là, rapidement, ça a baissé. Et après ça, deuxième génération, mais on avait... Oui, mais là, on a étiré ça. On avait des petits volumes, mais on avait une clientèle intéressante, là. On en vendait un, c'est ça. Et si on l'a conservé si longtemps, ça devait être intéressant pour les concessionnaires et le manufacturier aussi, là, tu sais. Oui, mais je veux dire, la recherche et le développement était faite, c'était une base de golf, c'était pas compliqué. Elle aura duré quoi, 18 ans? 2016, 17, la Beetle, que c'est parti. Les versions, les dernières Dune, là, c'était pas mal ça. Presque 20 ans? Oh, oui. Si le ID-Buzz dure le ID-Buzz, pour moi, ça fera pas 10 ans. Je pense pas. En tout cas, il est très... Ils renouvelleront pas, à moins qu'ils changent complètement leur fusil d'épaule ou qu'ils l'assemblent en Amérique du Nord, ce qui va leur permettre de baisser les prix. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, pourquoi la ID7 vient pas en Amérique du Nord? Parce qu'ils l'assemblaient en Allemagne. Puis c'est une auto qui aurait coûté 80 000 $. Et s'il était assemblé en Amérique du Nord, il pourrait être tollé aussi. Il pourrait être tollé. Il pourrait y avoir une version commerciale, cargo. Voilà. Bon, mais tu sais, là, ça changerait la donne. Oui. Et on sait que c'est la même plateforme que le ID4, donc techniquement, ça pourrait être fait. Et là, si l'engouement pour le ID4 se calme dans c'est les déjà semaines fait, et les mois à venir, oui, c'est effectivement déjà fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'assembler tranquillement, pas vite, à Chattanooga? Oui, mais si tu as commencé à en vendre à 80-90 000 $, tu peux pas te revirer de bord 2 ans après puis vendre ça 60-65. Parce que tu vas avoir frustré ceux qui en ont acheté en premier. Je sais que la clientèle de Vaux pardonne facilement, là, mais il y a toujours bien des limites. Là. Oui. Bon, évidemment, puis ce qu'on a à 80 000, tu as une version propulsée, sans toit vitré, Uniton, puis à 90 000, tu as une version 4Motion avec le toit vitré, puis avec la peinture 2 tons. C'est grosso modo, c'est ça l'écart de prix, là. Ouais. J'en ai vu un gris souris, au complet, là, peinture 1 ton. C'est spécial, là. Ouais. C'est... On vit pas la vibe hippie comme quand il est bleu, jaune ou orange, non. Gris monochrome, c'est spécial. Même noir monochrome, c'est pas le même esprit, disons. Ah, Carl, il dit non, c'est Alain qui dit les Tesla avec leurs prix qui ont explosé. Ben ouais. Les prix un peu en montagne russe, là. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, à suivre tout ça. Petit mot en terminant sur la brochure qu'on m'a proposée cette semaine. J'ai quelqu'un qui m'a amené quelques brochures au salon de l'auto. Je l'en remercie d'ailleurs. Et on m'a donné cette brochure de la Rover Sterling. Rover 3500, pardon. La Sterling, c'était le modèle d'après. Une voiture qui m'a toujours un peu fasciné pour une raison, vous allez me dire, un peu cocasse. Mais pourquoi elle t'a fasciné, Antoine? Parce que c'était une de mes Matchbox préférées quand j'étais tout petit. Ah! Elle était Bourgogne, puis je jouais tout le temps avec. Est-ce que tu en as toujours une? J'en ai toujours une. Mais j'ai réalisé, en feuilletant ce catalogue-là, que c'était essentiellement le même V8 3.5 litres qu'on retrouve aussi dans la Triumph TR8 que tu as eu dans plusieurs autres véhicules anglais, là, grosso modo, mais c'était une voiture de très grand luxe à l'époque et qui avait une ligne assez futuriste. Ça a été remplacé par la Rover Sterling 825 et 827, des voitures qui étaient sur base d'Acura Legend, de Honda Legend, et qui utilisaient les V6 Honda 2.5, 2.7 litres par la suite. Mais ça, c'est un authentique produit anglais, là.
avec une fiabilité authentiquement anglaise. C'est la raison pour laquelle ça existe plus. Alors, donne donc la réponse que tu as déjà donnée tantôt au niveau de ta charade. Je la répète, je vais la relire. Là, Vas-y. Bon, alors, mon premier est une vaste étendue d'eau. Mon deuxième est un traitement médical. Mon troisième est un réseau social. Mon quatrième est un des 4 éléments. Mon cinquième est le nombre de points cardinaux. Mon sixième est une boisson préparée par infusion. Et mon septième est le symbole chimique de l'iode. Mon tout est un coupé à la fois européen et américain qui n'a été que de courte durée. La réponse? Mercure X R 4 T I. Voilà. Merci d'avoir été là, tout le monde. Alors, on ne sera pas là la semaine prochaine parce que nos horaires ne se concordent pas. Je serai en rallye véhicule électrique organisé par CAA Québec la semaine prochaine. Et moi, je serai... Il annonce -20. Bon. Je pars de Ottawa en Kia Niro. Normalement, je dois me rendre à Tremblant, pas en ligne directe. J'ai hâte de voir comment ça... On se revoit dans un mois. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Fantastique. Puis moi, de mon côté, je m'en vais au Salon de Chicago, probablement assister au dévoilement de la Crosstrek hybride et peut-être d'autres surprises chez Subaru, mais Salon d'auto de Chicago, pour ceux qui veulent faire un salon qui est encore intéressant, Chicago, c'est pas trop loin et c'est un des beaux salons encore un peu méconnu, j'ai envie de vous dire, en Amérique du Nord. Il y a beaucoup de constructeurs qui sont présents. C'est le plus grand plancher automobile qu'on peut retrouver. Et c'est l'occasion de voir bien des trucs que vous ne verrez ni à Los Angeles, ni à New York. Alors moi, je suis très content. Ni à Détroit. Ouais, Détroit, c'est fini. Là. Cette année, ça a l'air que c'était d'une tristesse épouvantable. Il y a eu un dévoilement, c'est la Mustang GTD, et ça a été dévoilé en dehors du salon parce que personne ne voulait rentrer là. C'est dommage parce que c'était un salon exceptionnel, Détroit, dans le passé. Moi, j'avais une fièvre du salon de Détroit. T'as pas idée comment je tripais d'aller dans ce salon-là à l'époque, mais c'est une époque malheureusement révolue. Alors, je vais aller faire un tour du côté de Chicago et on va peut-être vous réserver une surprise pour dans 2 semaines parce qu'on vous fera un live qui ne sera pas à bord de la Pacer. On va peut-être être à bord d'autres choses qui vont être assez curieux. On verra. On prépare ça et on vous envoie un petit message à l'avance pour que vous soyez des nôtres. On sera peut-être pas à l'heure habituelle non plus. Non, c'est ça, on verra. On n'en dit pas plus. On se reverra, on n'est pas surtout pas à -20, ressenti -56 000. Oui. Ça commence à être frais, ça, Jean-Denis. Effectivement. Merci tout le monde, salut. Bonne soirée.